Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En 2019, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, une jeune femme de 21 ans, Salomé Garnesson, a été tuée par son compagnon. En 2023, l'homme a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ces jours-ci, Muriel Dauta, la mère de Salomé Garnesson, publie un livre d'entretien aux éditions Télémac. Elle y revient sur la douleur immense de perdre un enfant, sur la mécanique de l'emprise et sur les combats à mener contre les féminicides. Chez Code Source, nous avons voulu prendre le temps de l'écouter. Muriel Dauta a accepté de recevoir Barbara Gouy chez elle à Grasse. Muriel Dauta a 52 ans. Je la rencontre dans son atelier de sculpture à Grasse. Elle appréhende de devoir parler de sa fille assassinée. C'est douloureux pour elle, mais elle le fait pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. Dans son atelier d'artiste, ses sculptures colorées s'étendent le long de la pièce. Elle a appris seule à faire de la sculpture et ça fait une dizaine d'années qu'elle arrive à en vivre. Dans les années 90, pendant sa vingtaine, elle faisait des petits boulots en parallèle de cette passion. À 24 ans, elle tombe amoureuse. Il s'appelle Patrick, il est chef cuisinier dans un restaurant et 2 ans plus tard, ils auront une petite fille, Salomé. Moi, je savais depuis que j'étais tout petite que j'aurais une fille, au moins une fille, parce que je voulais avoir 3 enfants, mais je savais que j'aurais au moins une fille, donc j'étais sûre d'être enceinte d'une fille, et je voulais l'appeler Salomé. Donc voilà, le papa, Patrick, n'a pas eu le choix. 4 ans et demi après, leur deuxième fille, Candice, est née. Cette fois-ci, c'est Patrick qui a choisi le prénom. Ils vivent une belle vie de famille. Mais quand leur petite dernière a 2-3 ans, Muriel et Patrick décident de se séparer. Et quelques temps plus tard, Muriel tombe amoureuse une seconde fois. Il s'appelle Marc, et avec lui, elle aura un 3e enfant, Ange. Je suis plutôt une maman très très à l'écoute de mes enfants. Je suis une maman qui élève mes enfants avec beaucoup de liberté, parce que je pense que c'est ça qui façonne aussi la confiance. Et voilà. Muriel focalise souvent son attention sur sa première fille, Salomé. Alors Salomé, elle a toujours eu un caractère très très fort. C'est une enfant qui a très vite senti que le monde n'était pas si beau et si sympathique. Elle avait beaucoup d'empathie et elle était ultra sensible. Donc j'étais très très à l'écoute de Salomé. Salomé commence à avoir ses premiers petits copains. Muriel les accueille chez elle pour apprendre à les connaître et ça se passe très bien. En décembre 2018, Salomé a 21 ans et un nouveau garçon entre dans sa vie, Amine Mimouni. On a compris qu'elle fréquentait un garçon, mais c'était la première fois où il n'y a pas eu de présentation. Voilà, c'était assez particulier et c'était très déstabilisant pour moi. Quelques semaines après leur rencontre, Salomé part vivre avec Amine. Un jour, en janvier, le couple croise Muriel, qui leur propose de venir dîner un soir chez elle pour faire connaissance. Il était très très imbu de lui-même. J'ai tout de suite senti quelqu'un très macho. Et puis Salomé, je la reconnaissais pas du tout. Elle s'était mise beaucoup en retrait. Elle qui parlait beaucoup, qui échangeait beaucoup, elle disait presque rien. Et il a gardé ses lunettes de soleil pendant tout le repas. Et je lui ai demandé de retirer ses lunettes parce que moi j'ai besoin de regarder la personne dans les yeux. Ça fait partie de la politesse quand même. Il n'a pas voulu, il m'a expliqué que ça faisait partie de son style. Enfin, j'ai trouvé ça complètement fou. Et puis je suis allée un petit peu vers des discussions un peu sur les femmes parce que je le sentais vraiment vraiment très très jaloux. Le peu d'échanges qu'on a eu, je l'ai senti d'une extrême jalousie. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce que fait ma fille avec ce garçon-là ? Après ce dîner, Muriel espère que cette relation ne durera pas longtemps, mais petit à petit, elle voit sa fille sombrer. Déjà, elle a arrêté ses études. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Ensuite, petit à petit,
j'ai vu qu'elle ne fréquentait plus ses amis filles et plus ses amis garçons. Pendant tout ce temps-là, je l'ai vue changer de vêtements. Elle ne s'habillait plus de la même façon. Elle mettait que des affaires très amples, des t-shirts à manches longues, des pantalons amples. Et puis, notre relation à Salomé et à moi s'est détériorée. On avait une relation très très fusionnelle, toutes les deux. Et très vite, il a compris cette relation-là. Et très vite, il a éloigné Salomé de sa maman. Tous ces signes inquiètent Muriel. Comme Salomé a arrêté ses études, elle a trouvé un travail de vendeuse dans une boulangerie. Mais 3 semaines plus tard, au mois de mars, elle annonce à son employeur qu'elle va démissionner. Le boulanger qui connaît bien Muriel la prévient. Elle décide alors d'aller voir sa fille à son travail avec son compagnon Marc. En arrivant, il voit Amine. Il était tout le temps, constamment, assis à la terrasse de cette boulangerie. En fait, il contrôlait ses faits et gestes. On a essayé de dialoguer, mais très très vite. On n'a pas réussi à parler calmement. Et là-dessus, Salomé le tire vers lui et lui dit « Viens, on s'en va, on les laisse ». Et elle dit cette phrase « Oh, mais qu'est-ce que je vais prendre ?» Et là, moi, je me prends cette phrase comme un coup de poing, d'ailleurs, où je me dis « Waouh !» Et je le regarde lui, et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Mais ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que je vais prendre ?» Et je lui dis « Mais ne touche pas un seul cheveu de Salomé, fais attention !» Le ton monte, mais ils en restent là. Muriel rentre dans son atelier avec Marc, et quelques minutes plus tard, ils entendent Amine crier à Marc qu'il va porter plainte contre lui. Du coup, Marc me dit « Écoute, tu restes là, je sors. » Donc il sort, il dit « Mais tu vas porter plainte contre moi, mais pourquoi ?» Et là, la bagarre a commencé. Muriel essaye de s'interposer dans la bagarre, et un commerçant vient les séparer. Après ça, Muriel et Marc savent qu'ils ont fait une erreur. On s'est dit avec Marc « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a tapé sur le copain de Salomé. Il fallait surtout pas faire ça. » Puis la chose était faite, alors on a envoyé des messages à Salomé en lui disant « Ça va pas là ce qui s'est passé, on n'aurait pas dû faire ça, mais là c'est allé trop loin, il faut vraiment qu'on se parle, c'est pas possible tout ce qui se passe en ce moment, Salomé, il faut vraiment en parler. » Voilà. Muriel se rend au bureau d'aide aux victimes du tribunal de Grasse pour raconter la situation et tenter de protéger sa fille. Ils lui répondent que sa fille est majeure et qu'on ne peut rien faire. À la suite de la bagarre qui s'est produite en mars, Muriel n'a plus de nouvelles de sa fille pendant des mois. Vers l'été, petit à petit, elle a recréé le lien avec moi, le dialogue. Donc on s'envoyait des petits messages. Et puis, c'est pour mon anniversaire, le 3 août, elle m'a envoyé un très beau message. Et je me suis dit, waouh, j'ai l'impression qu'elle prépare son départ, en fait. Et parce qu'elle m'a souhaité mon anniversaire, elle m'a dit, je vais venir bientôt. Nous, on avait déménagé. Comme ça, je vais découvrir la nouvelle maison. Et puis, Angers Candice me manque. Donc, je viens à très vite. Je lui ai répondu que ce message me touchait énormément, que je l'aimais. Évidemment que je l'attendais avec impatience. Le 1er septembre 2019, le père de Salomé, Patrick, appelle Muriel pour lui dire que le corps d'une jeune fille a été découvert à Cagnes-sur-Mer, la ville où leur fille est partie vivre avec Amine. À ce moment-là, ça fait 9 mois qu'ils sont ensemble. La jeune fille retrouvée a été battue à mort, étranglée, et son corps a été abandonné au fond d'une impasse. Patrick pense tout de suite à Salomé. Il dit à Muriel qu'il n'a plus de nouvelles de leur fille et qu'il va se renseigner au commissariat. Il raccroche et Muriel en parle à Marc.
Et puis là, on dit mais non. Je veux dire, ce mec, c'est un connard, mais jamais il ferait une chose pareille. Je veux dire, c'est complètement fou, quoi. Mais non, c'est pas Salomé. Puis vraiment, on discute beaucoup de lui, surtout sur le moment, en se disant non, et il peut pas faire ça parce que tu vois, c'est un lâche, c'est un ci, c'est un ça, mais c'est pas possible. C'est pas un assassin. Et Patrick me rappelle. Et il me dit que c'est Salomé. En arrivant au commissariat, les enquêteurs ont montré les photos à Patrick, mais il n'a pas réussi à reconnaître Salomé, car la jeune fille est méconnaissable. Par contre, il sait que Amine a été arrêtée pour ce meurtre. À ce moment-là, le monde de Muriel s'écroule. Elle décide de se rendre au commissariat pour en avoir le cœur net et répondre aux questions de l'enquêteur. Et je lui dis, est-ce qu'elle a un collier? Est-ce que la jeune femme a un collier avec une perle? Et il me dit non, il n'y a pas de collier. Par contre, il y a un bracelet avec une demi-lune. Et là, je me suis tombée par terre parce que je savais que c'était elle. Salomé avait 21 ans. Muriel se rend alors chez Patrick pour lui confirmer la mort de leur fille. Candice est là aussi. Elle a 16 ans à ce moment-là et elle est chez son père pour le week-end. Là, ça a été très dur. Candice a pleuré. Elle a dit que non, c'était pas possible. Et ensuite, elle est restée prostrée sur elle-même et elle n'a plus dit un mot. Enfin, le monde s'est arrêté, c'était compliqué. Et je leur ai dit qu'il avait détruit notre fille, mais qu'il ne détruirait pas une famille et qu'on allait se serrer les coudes. Et ensuite, nous sommes rentrés à Grasse et on s'est arrêté chez mes parents. Donc là, ça a été l'horreur aussi. Ma mère a voulu sauter par le balcon. Mon père était prostré comme Candice à dire « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». On est resté un bon moment. Et ensuite, nous sommes rentrés chez nous. Muriel décide de ne pas le dire à Ange le jour même, car le lendemain, c'est la rentrée des classes. Avec Marc, ils font semblant que tout va bien toute la soirée et ils lui disent le lendemain soir. Ange a 9 ans. Muriel sombre pendant plusieurs semaines, mais elle tient bon pour ses enfants. Honnêtement, je pense que sans mes enfants, j'aurais rejoint Salomé. Et quand vous avez d'autres enfants, vous n'avez pas le choix, en fait. Ou vous n'avez qu'un choix, c'est de continuer, parce que vous ne pouvez pas les abandonner, eux. Donc, vous ne pouvez que être un aidant, un parent plein d'amour pour les aider à passer cette étape extrêmement douloureuse. Muriel s'inquiète pour Candice. Comment on se construit avec sa sœur assassinée par un homme? Comment on se construit? C'est compliqué. Donc Candice, elle a été complètement dévastée. Elle a fait 2 cliniques de soins, des dépressions et des tentatives de suicide. Muriel reprend le travail 1 mois après pour arrêter de broyer du noir toute la journée chez elle. La mort de Salomé est le 100e féminicide de l'année 2019. Muriel s'engage pour les femmes, elle va dans les manifestations féministes. Avec d'autres militantes, la nuit, elle colle des affiches sur les murs pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. En mars 2020, elle organise un événement qui lui tient à cœur, une chaîne humaine de son atelier à la sous-préfecture de Grasse. 250 personnes se déplacent, elle est très émue. À la suite de cette action, elle crée avec des amis une antenne du collectif féministe Nous Toutes à Grasse. Avec ce collectif, elle fait de nombreuses actions. Et même si son combat lui permet de tenir, elle souffre en pensant à Salomé tous les jours. Je devenais folle en fait de douleur parce que du matin où je me levais au soir où je me couchais, je n'avais de cesse d'imaginer les derniers instants de Salomé. Il y avait tellement de personnes qui m'ont dit « Muriel, il faut te faire aider, tu peux pas rester comme ça ». Puis moi, je me disais « Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la psychologue ?» Moi, je sais ce qui m'a fait du mal. Et puis au bout de 2 ans, vraiment, j'en pouvais plus. Et je suis allée voir une psychologue et elle a démonté ce processus et ça a été fini.
En mars 2023, le procès d'Amine Mimouni s'ouvre à la cour d'assises de Nice pour le meurtre de Salomé. Ce procès, il faut le gagner, et moi, dans ma tête, il faut la perpétuité. Moi, s'il ne prend pas perpétuité, je sais pas, j'avais prévenu tout le monde, j'avais dit à plein de gens, je vous préviens, je fais une grève de la faim parce que je pourrais pas moi, survivre à une non-perpétuité. C'est pas possible. Pendant 3 ans et demi, Amine n'a jamais avoué le meurtre. Mais le premier jour du procès, il a tout de suite avoué. Quand il est interrogé, il parle tout doucement. La présidente de la cour lui a dit à maintes reprises « Monsieur Mimouni, parlez plus fort, on ne vous entend pas. Par respect pour la famille, s'il vous plaît, parlez plus fort parce qu'on ne vous entend pas. » On lui a même donné un deuxième micro. Et puis ses propos étaient outranciers. Il était pareil, le même. En fait, il n'avait pas changé, quoi. Si imbu de lui-même, si sûr de lui, avec aucune empathie, rien sur Salomé, rien. Froid. Il est dangereux. Cet homme est dangereux. Cet homme est vraiment dangereux. Amine est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. C'est une victoire. J'étais soulagée. Voilà, le terme, c'est ça. C'est soulagée. Parce que c'est la peine la plus forte donnée en France. Soulagée parce que c'est acté. Et parce qu'aux yeux de la société, c'est lui le coupable. Et soulagé parce qu'il est enfermé et qu'il ne pourra pas, pendant tout ce temps, violenter une autre femme ou la tuer. Parce qu'il n'a vraiment pas changé. Barbara, le procès et la condamnation du meurtrier de sa fille, c'était donc en mars 2023. Elle parle d'un soulagement à ce moment-là, on vient de l'entendre. Comment est-ce qu'elle se sent aujourd'hui ? C'est toujours très douloureux, bien sûr, mais ce qu'elle me dit, c'est qu'elle est fière de ne pas s'être laissée envahir par la haine. En fait, grâce à ses engagements et même grâce aux militantes qu'elle a rencontrées, elle a vraiment l'impression d'avoir grandi en empathie. Elle est aussi très fière de voir le trajet qu'a parcouru son autre fille, Candice, pour qui ça a été très compliqué après la mort de Salomé. Ce qu'elle m'a dit, c'est que Candice reprend vie, c'est très beau comme formulation, et en fait, Muriel fait en sorte de continuer à faire vivre Salomé grâce à ses actions militantes. On le disait au début du podcast, Muriel Dota vient de publier un livre intitulé « Elle s'appelle Salomé ». À quoi ça ressemble ? En fait, c'est un dialogue entre 2 amies, Muriel et Sandra Mathieu, qui a déjà écrit des livres. Elles avaient ce projet depuis plusieurs années, mais elles ont dû attendre la fin du procès pour entamer cette discussion. Dans le livre, Sandra Mathieu retranscrit une dizaine de conversations qu'elle a eues avec Muriel autour du meurtre de sa fille. Elles reviennent sur ce qui s'est passé, sur le procès et même sur l'emprise. En fait, au fur et à mesure des discussions, ça va au-delà de Salomé. Elles réfléchissent aux questions qu'elles se posent autour des féminicides dans leur globalité. Merci Barbara Gouy. Elle s'appelle Salomé. Le livre de Muriel Dota vient de paraître aux éditions Télémac, livre co-signé avec Sandra Mathieu. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller et Pénélope Gualquierotti, réalisé par Julien Moncouquiol.